Nous allons dans ce cours nous intéresser à la manière dont la littérature de langue française apparaît au Moyen-Âge. Avant de parler des œuvres littéraires en elles-mêmes, il faut identifier qui sont les écrivains et qui est le public au Moyen-Âge. Le public est en réalité très restreint, puisqu'il s'agit de nobles ou bien de la très riche bourgeoisie. Ce sont des personnes éduquées, mais qui ne savent pas forcément lire ou écrire. Et c'est la même chose pour les écrivains. Alors bien entendu, notamment à partir de Charlemagne, la conscience de l'éducation qui passerait par l'apprentissage de la lecture et de l'écriture devient de plus en plus importante dans les hautes classes sociales. Mais la littérature et sa diffusion va passer pendant de longs siècles par la mémorisation, puisque en réalité, on va soit réciter les œuvres, soit lire à haute voix le livre ou des passages d'un livre. Donc en réalité, puisque la littérature écrite a un coût tellement élevé du fait du prix des manuscrits qui sont recopiés à la main, eh bien la lecture, elle n'existe pas véritablement avant vraiment la fin du Moyen-Âge et surtout avec l'apparition de l'imprimerie. La lecture, elle est collective, c'est un lecteur qui va lire pour l'ensemble des personnes rassemblées ce soir-là. Les œuvres littéraires sont donc récitées la plupart du temps par des conteurs ou bien des jongleurs ou bien des ménestrels. Ce sont en fait des interprètes, ils s'accompagnent d'instruments de musique ou bien encore ils vont accompagner leur lecture ou leur récitation par un jeu de mime théâtral. Donc conteurs, jongleurs, ménestrels sont des interprètes. Au contraire, les trouvères et les troubadours sont ceux qui trouvent, c'est-à-dire ceux qui créent leurs œuvres. Ce sont les vrais auteurs. Lorsqu'une œuvre est vraiment célèbre, lorsque réellement elle a beaucoup de succès, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'elle va être mise par écrit. Dans ce contexte, on comprend que les œuvres littéraires soient d'abord versifiées. En effet, la versification facilite la mémorisation. On se souvient mieux d'un texte quand les sons et les rythmes sont liés au sens. Chacun a pu vérifier qu'il était plus facile de mémoriser un poème. Aussi au Moyen-Âge, tous les genres, y compris les genres narratifs, ceux qui racontent des histoires, comme le roman, sont versifiés. D'ailleurs, le vers de 12 syllabes, qu'on appelle l'alexandrin, tire son nom de la première œuvre littéraire où se trouve ce type de vers. Il s'agit d'un roman, un roman sur la vie d'Alexandre le Grand. Les œuvres littéraires les plus importantes voient le jour au XIIe siècle. C'est ce qu'on appelle véritablement le siècle d'or de la littérature française au Moyen-Âge. En effet, on va avoir les deux plus grands auteurs du Moyen-Âge à ce moment-là, le romancier Chrétien de Troyes et la poétesse Marie de France. Alors pourquoi le XIIe siècle ? Au XIIe siècle, il y a de nouvelles idées qui circulent et qui sont liées aux échanges opérés pendant les croisades. Les nobles, partis en Orient pour ces croisades, ramènent des pratiques de vie différentes de celles connues en Occident. Ils ont en effet connu des manières de vivre plus raffinées, plus polies, avec des conventions sociales fondées sur un respect des personnes plus subtiles. L'exemple le plus célèbre est celui de Guillaume d'Aquitaine. Guillaume d'Aquitaine est un personnage très important, c'est un duc, et le duché d'Aquitaine est très étendu. Il part en croisade, et quand il revient, il en ramène une vraie connaissance de la poésie arabe. Et il va lui-même être un troubadour, il va lui-même composer des poèmes. Et il va réunir autour de lui toute une cour de poètes et de savants. Cette tradition de la cour, autour donc d'un seigneur important, elle va avoir évidemment une importance cruciale. Sa petite fille, Aliénor d'Aquitaine, va faire exactement comme son grand-père, elle va réunir autour d'elle une cour importante et elle va protéger en particulier la poétesse Marie de France. Et la fille d'Aliénor d'Aquitaine, Marie de Champagne,
va faire exactement la même chose et elle va elle aussi protéger quelqu'un d'important, elle va protéger le romancier Chrétien de Troyes. Les deux grandes sources d'inspiration de cette littérature qui voit le jour au XIIe siècle puisent dans deux domaines qui sont des domaines que nous connaissons bien encore aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord de la matière antique, c'est-à-dire toute la tradition de l'Antiquité, la mythologie ou bien encore les grands événements historiques. On a vu l'exemple d'Alexandre et du roman d'Alexandre, roman vraiment très 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 important au Moyen-Âge. L'autre source d'inspiration, eh bien, c'est sans doute ce qui est encore aujourd'hui le plus connu, à savoir la matière de Bretagne. Alors, quand on parle de Bretagne ici, on pense évidemment à l'Angleterre, à l'Irlande, la Grande-Bretagne, mais aussi à la Petite-Bretagne, c'est-à-dire la nôtre, la Bretagne française. Cette matière de Bretagne s'articule autour de trois grandes figures, le roi Arthur, Lancelot, et puis le couple formé par Tristan et Iseult. Donc toute cette littérature arthurienne est une littérature qui est évidemment encore connue aujourd'hui. Et cela montre à quel point tous les romans et les poèmes qui y étaient consacrés ont eu un succès absolument invraisemblable, incroyable, pour qu'aujourd'hui encore on connaisse tous les détails de ces romans et de ces poèmes.